Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre. Tout le monde ressent au moins confusément l'importance du rôle de la justice dans la société et plus particulièrement dans un état de droit. Sans elle, les droits subjectifs accordés aux particuliers seraient constamment violés. Ce serait en d'autres termes le règne de l'insécurité, de la violence et du désordre. Il n'y aurait pas de développement possible. Pour qu'il en soit autrement, les citoyens doivent pouvoir saisir facilement la justice et celle-ci fonctionner de manière satisfaisante. Dans Échange aujourd'hui, nous abordons le sujet avec Maître Sylvain Atomesson. Il est avocat et également secrétaire général de l'Union panafricaine des avocats, en abrégé PALU. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. En 2019, on pose toujours la même question fondamentale. Existe-t-il encore une justice en Afrique francophone lorsque celle-ci est avant tout perçue par les populations comme corrompue, inaccessible et ne permettant pas d'espérer un jugement juste? Oui, il existe bel et bien une justice dans les pays francophones, encore plus qu'aujourd'hui, puisque vous apercevrez aisément que dans la plupart de ces pays, nous sommes dans des processus de programmes de développement, d'émergence et de modernisation de la justice. Vous savez, les clichés que l'on a toujours infligés à la justice dans nos pays demeurent. On n'a jamais pu dépoussiérer cela et les paradigmes qui ont couru les foyers, les landerneaux dans tous les pays demeurent et on oublie les efforts qui sont consentis d'abord par les États eux-mêmes, aussi par les acteurs de la justice pour sortir de ces clichés-là, parce que nous sommes aujourd'hui dans une économie mondialisée. Est-ce que vous voulez nous dire par là que les États et les acteurs de la justice reconnaissent qu'il y a toujours eu un procès qui est fait à... Oui, il y a un procès qui est fait aux avocats, un procès qui est fait aux magistrats. Lorsqu'on perd un dossier, il faut forcément que le juge ait reçu de l'argent. C'est vrai qu'il y a une insécurité juridique et judiciaire dans nos pays, que l'uniformisation du droit n'a pas fini de régler. Mais aujourd'hui, les gens sont conscients que leurs décisions ne sont plus sanctionnées au Togo, mais dans d'autres pays, dans d'autres sphères. Lorsque vous rendez une décision en matière de l'OADA, en dernier recours, vous irez devant la CCJA, où les magistrats ne sont pas des magistrats nationaux, mais des magistrats africains qui sont réunis, qui vont apprécier. Lorsque vous rendez une décision en matière de droits de l'homme et qu'on saisit la cour de la CEDEAO, eh bien, on va se moquer de vous à partir du moment où c'est une décision qui est ridicule. Et lorsqu'on prend de l'argent pour rendre une décision, surtout lorsque cette décision est unique, on se met à la risée de tout le monde. Je peux vous dire que la corruption dont on parle de la justice n'est pas tout à fait effacée. Pourquoi? Elle n'est pas nulle. Et on n'a dans aucun pays un problème de corruption à zéro. On a aujourd'hui une haute autorité de lutte contre la corruption, de lutte de la prévention de la corruption, qui a remplacé la commission anticorruption. Il y a un schéma. Lorsque vous voyez les pays, la plupart des pays, ils sont dans le processus d'une business. Francophones surtout, les pays oui, francophones. Ils sont dans le processus d'une business. Notre pays, le Bénin, la Côte d'Ivoire et tout, je reviens de la Côte d'Ivoire, où vous sentez que les gens prennent conscience de leur marginalisation par la communauté. Les justiciables, les magistrats, nous les acteurs de justice, nous finirons par être marginalisés si nous ne prenons pas le train de la compétitivité, de la concurrence et surtout de l'éthique. Nous finirons par rester à quai lorsque les autres vont avancer parce qu'ils ont intégré dans leur fonctionnement, même dans leur ADN, des réflexes qui leur permettent d'éviter au maximum ces genres de comportements qui attirent à nos juges et à notre justice les insultes, les accusations, les attaques dont ils sont victimes. Je reconnais que nous avons encore dans nos pays un certain nombre d'efforts à faire, d'efforts importants à faire pour sortir, pour que la justice ne soit vraiment pas corrompue.
Mais aujourd'hui, je puis vous assurer, vous savez, donc vous dites qu'il y a une amélioration. Il y a une nette amélioration. D'abord parce que nous avons un ministre de la Justice qui connaît le milieu. Nous avons un président de la Cour suprême. Enfin, vous parlez du Togo? Du Togo, je parle du Togo. Un président de la Cour suprême qui dirige la haute autorité le Haut Conseil de la magistrature, qui a introduit pardon, un fascicule sur la lutte contre la corruption, tout ça. Il y a un travail qui se fait, mais vous savez... Mais est-ce que ce travail, est-ce que c'est ressenti au niveau de la population? Non. Vous savez, les peuples sont toujours insatisfaits. Ils ont raison. Oui, les peuples ne sont jamais contents. Dans aucun pays, un peuple n'est content de ceux qui sont à la tête des institutions, de ceux qui les dirigent et tout ça. Les peuples ne sont jamais contents et ils ont raison de demander plus. Parce qu'ils savent qu'il y a des motifs d'espérer, il y a des raisons de faire mieux. Ça, on ne peut pas refuser que le commun de mortels, peut-être les acteurs de justice de corrompus, qu'on les tasse de tous les noms. C'est vrai, ça arrive. Il y a beaucoup de situations qui justifient ce genre de jugement. Mais il y a un effort qui est fait et il faut le louer. Dans la plupart des pays africains, on soutient les droits de l'homme officiellement, mais ces droits ne sont pas toujours accordés. Quelles peuvent être, selon vous, les raisons? Vous savez, les droits de l'homme sont des tests pris dans les instances internationales, parfois sans apprécier le contexte national. Lorsque nos dirigeants vont prendre des engagements internationaux, ils les prennent pour le plaisir, pour leur aura, pour leur prestige, pour plaire à une certaine communauté. Mais lorsqu'on revient dans la masse, on s'aperçoit très rapidement qu'il y a un certain nombre de réalités qu'on a occultées ou qu'on a oubliées. Ça, c'est la première raison. Mais la deuxième raison, vous savez que je suis très attaché aux droits de l'homme. La deuxième raison, c'est que les hommes aiment, lorsqu'ils ont l'autorité, le pouvoir, à en abuser. Et lorsqu'on ne met pas des structures de contre-pouvoir ou que ces structures ne sont pas indépendantes ou ne fonctionnent pas normalement suivant les standards internationaux, on assiste à ce genre de situation. Vous savez, j'ai siégé à la Commission nationale des droits de l'homme pendant 10 ans. Je sais qu'il y a des situations de violation des droits de l'homme sur lesquelles on peut agir et même qu'on peut régler. Mais parfois, lorsque nous sommes dans des pays, vous avez vu ce qui s'est passé au Bénin, aux dernières élections, il y a d'autres situations où les droits de l'homme sont suffisamment mis à mal. Ça, je vous comprends. Mais dans aucun pays, encore une fois, la situation des droits de l'homme n'est la meilleure. Vous voyez, la France est constamment condamnée pour ces questions de réfugiés. La Chine est condamnée pour un certain nombre de gens. Les États-Unis sont constamment appelés parce que pour la peine de mort, pour un certain nombre de situations. Mais je ne veux pas dire que ça justifie les atteintes aux droits de l'homme que nous vivons en Afrique. Je ne veux pas le justifier. Ça veut dire que l'Afrique est au peloton? L'Afrique a eu du mal à prendre le train. Vous savez, nous avons une histoire. Une longue histoire, l'esclavage, la colonisation, la chefferie, un certain nombre de réalités qui continuent pas à perdurer. Vous connaissez, par exemple, la situation des femmes. Les pesanteurs socio-culturels continuent par peser sur les femmes. Les femmes qui ont fait de grandes études, vous-même, il y a des situations que vous vivez dans votre foyer que d'autres femmes ne vivent pas. J'ai vu ce matin qu'en France, en 2018, il y a eu près de 200 femmes qui ont été battues par leurs femmes. Victimes de violences conjugales. Vous voyez qu'à partir du moment où il y a des hommes en présence, l'instinct humain, l'instinct de mort, l'instinct de négation, l'instinct de destruction prend le dessus. Et c'est ce travail-là qu'on doit faire parce que nous devons, comme le disait Aristote, il faut que les philosophes soient rois ou que tous les rois soient philosophes. C'est-à-dire qu'ils aient la sagesse de comprendre certaines choses. Ce qui n'est pas toujours évident. Ce n'est pas évident, hein, je suis d'accord avec vous. Maître, souvent les gens qui ont moins de sous, moins d'argent ont difficilement accès à la justice. Comment est-ce que vous œuvrez pour corriger c'est pas vrai. Vous savez, dans pratiquement tous les pays, nous avons ce que nous appelons le système d'assistance judiciaire ou juridictionnel. Les gens ne connaissent pas leurs droits.
Ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'argent que vous n'avez pas droit à un minimum de protection judiciaire. Vous avez le minimum. Le problème au Togo, c'est que nous avons cette aide juridictionnelle, mais le montant qui doit l'accompagner, la soutenir, n'est jamais affecté, n'a jamais été prévu par le budget national pour que lorsque des citoyens qui sont dans la situation donc, que vous décrivez puissent saisir un avocat facilement. Parce que l'avocat, vous savez, nous avons assez de problèmes. Il y a les impôts qui se jettent sur nous, il y a la sécurité sociale qui se jette sur nous, il y a l'électricité, nous avons des charges importantes que nous pouvons Donc vous oubliez la gratuité. La gratuité ne peut pas être une obligation pour l'avocat. À partir du moment où, aujourd'hui, le travail de l'avocat est devenu un travail comme une société. On fonctionne aujourd'hui comme une société, comme une entreprise. À partir du moment où nous avons des charges fixes de personnel, des impôts, un certain nombre de choses que l'État vous réclame, les yeux fermés, sans savoir que vous faites parfois de l'humanitaire, parfois vous faites du social. Moi, il y a des dossiers de femmes, de journalistes dans mon cabinet pour lesquels je n'ai rien pris ou j'ai pris le minimum, juste pour les frais de justice. Dans d'autres, sous d'autres cieux ou dans d'autres circonstances, j'aurais pris 10 fois plus. Il y a des dossiers où des femmes ou des enfants viennent me voir, où on travaille pour eux. Est-ce que vous réclamez au niveau de l'État cet accompagnement financier? Quand l'État vote une loi qui prévoit l'aide juridictionnelle afin que les gens démunis puissent être défendus chaque fois que de besoin. Il y a des moments où on nous commet d'office pour les assises, pour aller défendre des accusés qui passent devant la cour d'assises. Nous ne sommes pas payés. Nous ne sommes pas payés. Dans d'autres pays, lorsqu'on envoie un avocat plaider devant une cour d'assises, il a un montant, une enveloppe, même si c'est minime, ça lui permet de payer, de faire face à un certain nombre de choses. Donc vous comprenez que ce n'est pas l'avocat qui va régler le problème de l'assistance juridique. L'avocat est libre de vouloir prendre quelqu'un qui n'a pas d'argent ou qui a d'argent. Personne ne l'oblige. C'est le cœur. C'est une œuvre de cœur. Alors, comment est-ce que vous pouvez arriver à combler le décalage entre les institutions et l'attente des populations? D'abord, il faut que les institutions soient animées par des gens qui sont pétris de valeurs de liberté, de justice, de solidarité. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Non, je ne peux pas le dire parce qu'il y a un fossé dans notre pays, les hautes autorités l'ont reconnu, un fossé entre ceux qui ont les moyens et ceux qui n'en ont pas du tout. Au Togo, vous pouvez vous lever sans avoir 1000 francs en poche, alors que d'autres ont 1 million, 2 millions en poche. Au Togo, vous pouvez vous lever sans manger, alors que d'autres jettent la nourriture. En Côte d'Ivoire, au Bénin, partout, en Afrique. Le train de vie de ceux qui ont les moyens rend malheureux et honteux ceux qui n'en ont pas. Ça, c'est vrai. Et c'est pourquoi je dis que lorsque on est pétri des valeurs de liberté et de justice sociale, on a un regard sur ce genre de choses. Lorsque vous baignez dans un milieu où les gens autour de vous ont du mal à vivre, vous ne savez pas le champagne tous les jours. Vous n'offrez pas des grands crus de vin autour de vous. Et alors, comment, en tant qu'acteur, vous pensez qu'on pourrait combler ce décalage? Je vous le dis, c'est de mettre en place un système de sécurité sociale efficient qui couvre toute la population. Et je crois que on est en train de le faire. Je ne suis pas inscrit à la sécurité sociale au Togo, donc je ne sais pas comment ça fonctionne. Aujourd'hui, qu'est-ce qui crée cet enfermement sur soi? C'est que vous avez l'impression que lorsque vous ouvrez votre porte aux gens, les autres en profitent. Ils en abusent, ils font n'importe quoi. Ils ne se mettent pas à leur place. Et mieux, je disais dans l'une de mes réflexions la dernière fois, que les gens, au lieu de savoir, de chercher à faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent faire,
Ils restent à longueur de journée, les yeux levés vers le ciel en demandant à Dieu de descendre et de venir les aider. Le monde aujourd'hui... Est-ce que ça empêchait de prier, maître? Ce n'est pas empêché de prier, mais les prières n'ont jamais changé la situation d'un homme. Si la personne même ne travaille pas. Nous allons marquer une pause et revenir juste après le journal sur votre chaîne.